Bonjour Marilyn Bergman. Bonjour Gilles Laporte. Mais que je suis heureux de vous recevoir. Et moi d'être ici. Quel honneur, merci. Merci à vous d'être venu depuis le Nord Lorrain, là. Oui, ça va, c'est pas trop loin quand même. Ouais, c'est pas le bout du monde. Hein. Non, c'est bon. J'ai tenu à vous inviter, chère Marilyn, parce que j'apprécie votre manière d'être depuis toujours. J'ai apprécié votre manière aussi de fonctionner à l'époque où vous étiez dans le milieu de la télévision. Vous avez travaillé d'abord à RTL, Luxembourg. Oui. Dans une équipe que j'ai un peu connue, avec Jean Stock, avec Valérie Sarne. Oh là là, ça remonte à loin là. Hein. C'était les années 75, 72, 75. Un peu plus tard, moi je suis 78. arrivée en 77. Ouais. Ouais. Ben oui, c'est ça, 75-78, c'est ça. Voilà. Ouais. Et c'était une équipe que j'appréciais beaucoup et vous faisiez partie de cette belle équipe-là, chère Marilyn. C'était une belle pratique professionnelle encore à cette époque-là. Ça a un peu changé. Hein. C'était une autre époque et Ouais. je suis très heureuse d'avoir démarré ma carrière à cette époque-là parce que c'est vrai que le métier a beaucoup changé et ce sont des belles années qui me restent en mémoire. Ouais. Et vous avez tenu le micro et fait face à la caméra pendant de très nombreuses années jusqu'en 2019. Oui, c'est l'année où j'ai pris ma retraite. Et vous étiez là sur le plateau de Mirabel TV. Tout à fait. Et qui est devenu plus départementale aujourd'hui, qui était très ouverte à toute la création lorraine, encore à cette époque-là, jusqu'à 2019. Donc voilà, c'est une belle aventure que vous avez vécue, au service des autres, toujours. J'ai eu toujours un grand plaisir à m'adresser au public, lorrain, belge ou luxembourgeois, mais c'est vrai que si je dois retenir une chose de toutes ces années de télévision, c'est vraiment le lien qui s'est forgé avec les gens à qui on apportait modestement un petit peu de bonheur, de joie de vivre. Vous preniez bien la lumière, c'est ainsi qu'on parle sur les plateaux, hein. mais vous la partagiez bien aussi. Oui, ben c'est un peu le but du métier aussi, c'est de mettre en lumière les personnes de nos régions qui le méritent et qui font de belles choses. C'était le but du métier à cette époque-là. Aujourd'hui, peut-être que les professionnels de télévision pensent plutôt à la garder pour eux, la lumière, non ? Ça arrive de plus en plus souvent. C'est vrai que le métier a beaucoup changé. Moi, j'ai été éduquée, entre guillemets, à l'école de Jacques Navadik, qui était un grand monsieur de la télévision, un grand journaliste et qui était le patron de Télé Luxembourg à l'époque où je suis arrivée. C'est à lui, d'ailleurs, que je dois d'avoir fait mes premiers pas à la télévision. Et il nous a inculqué des valeurs qui, aujourd'hui, paraissent vraiment désuètes parce que c'était vraiment... Il fallait qu'on soit... Alors, j'ai commencé comme speakerine, donc on devait être les jeunes filles de bonne famille qui entraient dans les foyers et qui devaient être vraiment bon chic, bon genre, avoir un français parfait. On se faisait régulièrement, pas trop souvent quand même, mais appeler au bureau si on faisait une petite faute de français ou si on avait une tenue qui lui semblait pas suffisamment sage. Et voilà, donc c'était un autre monde, effectivement. Maintenant, c'est plus du tout pareil. Quelle belle époque. Aujourd'hui, on est appelé dans le bureau si on est un peu trop conformiste, peut-être. Peut-être, oui. Là, il faut faire du buzz. Et je suis toujours très étonnée de voir les tenues même des journalistes femmes qui sont de plus en plus sexy, avec des décolletés, avec des choses un peu provocantes. Ça n'aurait pas du tout été accepté à cette époque-là. C'était un autre monde. Bien, ça c'est votre passé, un passé récent encore, chère Marilyn Bergman. Mais votre présent, c'est un présent d'artiste, de poète et de peintre. Et c'est tout à fait ça. Et un présent de... Si je dis que vous êtes une femme d'esprit, E majuscule à esprit, est-ce que je vous surprends ? Non, j'en suis tout à fait honorée même, mais j'aimerais savoir exactement ce que vous entendez par femme d'esprit. Vous ne peignez pas pour le plaisir de coller des couleurs sur une toile, vous n'écrivez pas de poésie pour le plaisir de faire paraître des mots dans un livre, mais pour signifier quelque chose. Ah oui. Vous avez non pas un message à transmettre ou des messages à transmettre, mais pour témoigner, me semble-t-il, de ce que vous êtes profondément et de ce que vous ressentez profondément. C'est tout à fait ça. C'est-à-dire que pendant toutes ces années de télévision, j'ai donné une certaine image de moi qui n'était pas fausse, mais qui était toujours joyeuse, qui était un peu lisse, quoi. Je veux dire, on était là pour apporter de la bonne humeur, pour égayer le quotidien des gens. Et j'avais
j'avais vraiment à cœur de transmettre des choses, des ressentis très intimes qui donnaient à voir la personne que j'étais vraiment à travers des moments un peu plus douloureux ou tristes que j'ai traversés sans pour autant emmener des gens sur un terrain un peu pathos, comme on dit, mais toujours avec une forme de résilience et avec un souffle d'espoir, parce que j'ai envie de transmettre ça aussi. Que toutes les épreuves qu'on traverse, nous en tant qu'êtres humains dans la vie, que ce soit à la télévision ou pas du tout, on se ressemble sur ce plan-là avec toutes les autres personnes. Et ce qui me fait plaisir, c'est quand les gens qui ont lu mon livre viennent me voir et me disent « Oh, j'ai ressenti ça aussi, j'ai traversé cette épreuve-là aussi, mais je n'avais pas les mots pour le dire. » Et quelque part, ça nous relie. Parce que, voilà, au-delà de l'image un peu artificielle, on va dire, même si j'étais toujours quand même assez authentique, je ne trichais pas quand je souriais, quand je riais, mais je riais parfois en ayant essuyé des larmes quelques minutes avant. Donc, voilà. Comment écrivez-vous de la poésie? Seul dans votre bureau, seul dans votre salon, ou à l'extérieur, ou n'importe où? Alors, lorsque l'idée vous vient. Alors, n'importe où, c'est un peu compliqué parce que je n'ai pas forcément le matériel pour écrire, oui. mais j'aime bien me mettre au calme. Il me faut du calme. Il faut, d'une certaine manière, c'est un peu étrange de dire ça, mais que je me connecte à quelque chose. Je ne sais pas le définir, mais voilà, peut-être à ma petite voix intérieure. Et les choses viennent. C'est comme pour la peinture. Je suis devant le tableau blanc, tout blanc, et j'attends un peu. Et les choses viennent. Elles viennent comme si elles venaient d'ailleurs. Mais ailleurs, c'est peut-être ce que j'ai tout au fond de mon cœur. Donc, il faut vraiment qu'il n'y ait pas de bruit, que je sois dans le calme et la sérénité pour m'exprimer ou sur la toile ou sur une page blanche. Vous êtes d'ici, de chez nous ou bien d'ailleurs, chère Marilène Bergman? Ah, je suis vraiment d'ici. Moi, j'ai mes sabots englués dans la terre lorraine. Je suis meusienne. Ouvrons les guillemets avec Gilles Laporte sur RCF. Et en compagnie de Marilène Bergman, qui nous fait le bonheur d'être avec nous aujourd'hui pour nous parler de son recueil de poésie, en même temps que son recueil de peinture, qui s'intitule Émotion, publié par les éditions Andersen, avec une préface d'Olivier Larizza. Tiens, pourquoi ? Olivier Larizza, qui est un auteur lorrain. Reconnu. Il est de Thionville. Il est de Thionville, c'est ça. Et en fait, Olivier Larizza, je l'avais reçu dans mon émission De vous à moi sur Mirabel TV. On a eu un bon contact. Voilà, il y a des personnes avec qui ça se passe mieux que d'autres. Et j'aime beaucoup ses livres. Je trouve qu'il a beaucoup de talent d'écriture. Et depuis que j'avais dans l'idée de faire un livre avec ses poèmes et ses toiles, je m'étais dit que c'est lui que je solliciterais sans doute pour écrire une préface. Mais c'était avant de savoir que ce serait mon éditeur. Et donc, il ne voulait pas l'écrire, cette préface, parce qu'il trouvait que c'était un petit peu... Voilà, il fallait on lui adresse un petit clin d'œil, là, parce que lui aussi est un passeur de lumière. Oui, c'est vrai. Et finalement, il a accepté quand même. J'ai trouvé des arguments assez convaincants pour le convaincre d'écrire ce texte. Vous êtes accompagnée en permanence, chère Marilène Bergman. Vous êtes seule, vous aimez la solitude. Vous consacrez des mots très très touchants et émouvants à la solitude, mais vous êtes en compagnie d'anges, permanence. Ah, je crois beaucoup aux anges. Je pense que j'ai un ange gardien, alors un ou plusieurs, mais enfin, moi je pense un. Et je vais vous dire, j'ai découvert ce monde angélique à travers un livre qui est de Pierre Jovanovic, qui s'appelle Enquête sur l'existence des anges gardiens, que j'ai découvert dans début des années 2000, je pense. C'est un livre de témoignages qui ont été recueillis dans le monde entier, dans toutes les religions, souvent dans des services de soins palliatifs, par un homme, un journaliste qui n'était pas du tout croyant et à qui il est arrivé des choses un petit peu étranges. Et donc, il a eu envie de creuser le sujet. Et pendant 6 ans, il a fait ce tour du monde et il a recueilli des témoignages angéliques. Et c'est fascinant, c'est bouleversant. Et depuis, je n'ai cessé de m'intéresser aux anges et d'observer des signes dans ma vie quotidienne aussi. De vous sentir accompagné. Tout à fait. Si on a le temps, alors on parlera du chiffre 13. Ah oui, évidemment. et de l'anecdote que vous racontez dans votre livre. Vous nous dites un poème consacré à cet ange gardien qui est le vôtre, qui vous accompagne en permanence. Est-ce qu'il vous guide est-ce qu'il guide votre pinceau lorsque vous peignez? Ah, je pense, parce qu'il y a quelquefois des toiles que j'ai réalisées que je serais incapable de reproduire. C'est pareil, les mots parfois coulent
tout seul comme ça. Et comme je vous disais, j'ai quelquefois l'impression que ça vient d'ailleurs. Effectivement, ça rejoint la chanson que vous avez choisie. J'avais pas saisi la subtilité de la question. J'étais restée sur un plan géographique, mais c'est vrai que parfois j'ai l'impression d'être d'ailleurs aussi. Alors, parole d'ange. Un ange près de moi. Certains y croient et d'autres pas. Il y a un ange près de moi. Subtile présence, étrange absence, il est bien là sans qu'on le voie. Sur mon sommeil, la nuit il veille, gardien à nul autre pareil. Quand je suis triste et sans espoir, il éclaire les cieux les plus noirs. Si je ne trouve plus mon chemin, si je ne crois plus en demain, il m'inspire, me guide et m'éclaire, il apprivoise tous les mystères. Lorsque je me pose une question, et si je fais bien attention, je peux deviner son message comme un doux et secret partage. Il n'y a jamais de hasard, malgré ce que l'on pourrait croire. Si une plume voltige près de moi, je sais que c'est lui qui est là. Ouvrons les guillemets avec Gilles Laporte sur RCF. Et toujours en compagnie heureuse de Marilyn Bergman, qui nous parle de son magnifique recueil de poésie et de peinture, intitulé Émotion et publié par les éditions Andersen. Donc, vous alternez peinture et poésie. L'une vous repose de l'autre ou l'autre vous inspire l'une ? Alors, pour tout vous dire, quand j'ai commencé à peindre, parce que c'était un rêve de longue date, depuis que j'étais enfant, je voulais peindre, c'était en 2008. Donc vous avez toujours dessiné, vous le dites dans votre livre. Oui, j'ai toujours adoré dessiner. C'est ma maman qui m'avait initiée au dessin et qui m'initiait aussi aux toiles de maître en me faisant découvrir des livres avec des grands peintres. Et puis, j'ai différé tout le temps le moment où j'allais prendre les pinceaux parce que j'étais dans un tourbillon médiatique qui faisait que j'avais pas trop de temps. Il faut du temps pour peindre, vraiment beaucoup. Et puis un jour, j'ai une amie artiste qui m'a dit « Mais viens dans mon atelier, il faut que tu franchisses le pas ». Elle m'a mis les pinceaux en main et tout ça et j'ai fait ma première toile. Après, j'ai acheté le matériel et j'ai peint chez moi et j'y ai pris goût. Et spontanément, j'avais envie d'associer un texte à la peinture après l'avoir réalisé. Et la poésie, alors au début j'ai fait quelques textes en prose, mais je trouvais que la poésie, avec la musicalité des mots, ça ajoutait vraiment et ça s'accordait parfaitement, c'était une belle harmonie avec les couleurs. Donc voilà, systématiquement j'ai associé une poésie à un tableau. Et dans le livre, il y a toute une partie où il y a que des poèmes, mais pas d'illustrations, ce sont les plus récents, parce que là je les ai écrits vraiment à la chaîne, comme ça, très très intensément au cours de l'été 2023 et je ne pouvais pas peindre au rythme où j'écrivais les poèmes parce que ça prend beaucoup plus de temps. Mais voilà. Mais il y a des correspondances entre l'un et l'autre. Ah oui, bien sûr. Vous exprimez le même ressenti, la même inspiration, le même esprit. Je parlais d'esprit tout à l'heure. Oui, tout à fait. J'avais peut-être besoin d'expliquer encore davantage aux personnes qui allaient découvrir la toile avec des mots, ce que j'avais voulu y mettre avec simplement mes pinceaux et mes couleurs. J'avais besoin d'expliquer un peu plus. Alors on dit que c'est pas nécessaire, la plupart des peintres ne font pas de texte avec leurs tableaux, mais pour moi c'était nécessaire. Vous le ressentez comme une nécessité, oui. Oui. Ah oui, et c'est une forme de thérapie aussi. C'est-à-dire on dépose sur la toile ou sur la page blanche ce qu'on a et qui pèse sur le cœur depuis longtemps et on se sent plus léger après. Vous nous offrez dans les yeux de Gaïa, s'il vous plaît ? Oui, avec grand plaisir. Au fond de son regard au reflet d'émeraude surgit le désespoir comme un voleur qui rôde. Supplique silencieuse que l'on ne veut entendre, prière si douloureuse qui ne peut plus attendre. Gaïa, déesse mère aux multiples enfants, Gaïa, déesse terre comme tout être vivant, tu ressens la souffrance que les hommes t'infligent et de ta mort prochaine l'insondable vertige. Le poison lentement se distille dans ton sang, sève dénaturée qui tue des innocents. Et dans l'indifférence, effroyable complice, tu t'approches peu à peu du fatal précipice. L'urgence est à nos portes et l'on regarde ailleurs, cherchant dans les richesses un avenir meilleur. Funeste confusion qui nous mène au tombeau, sans ouvrir notre cœur à ce monde si beau. Qui pourra te sauver alors que tu succombes ? Qui pour te rattraper avant que tu ne tombes ? Un sursaut de conscience peut-être inespéré de cette humanité à l'esprit égaré. Qui pourra te sauver alors que tu succombes ? Est-ce que vous avez la réponse à cette question depuis le temps que vous peignez, que vous écrivez de la poésie et que vous rencontrez du monde dans votre métier autrefois et aujourd'hui encore ? Oui, alors qui pour sauver le monde ? Parce que là, on parle bien sûr de notre planète qui est en péril.
On garde l'espoir, mais qui ? La question demeure ouverte. Il faudrait qu'il y ait de plus en plus de personnes qui prennent conscience de l'urgence et du danger qui menace, mais ça reste un vœu pieux pour l'instant. Il y a beaucoup de gens qui se consacrent quand même à la défense de la nature et de notre planète, mais il faudrait qu'il y en ait bien davantage. C'est pour ça que je l'ai écrit. Est-ce que votre travail au quotidien, que ce soit la poésie ou la peinture, vous donne l'impression de participer à cette résistance contre les agressions que subit la planète ? J'essaye de le faire à mon petit niveau et sur les réseaux sociaux notamment, j'aime bien apporter toujours des pistes comme ça pour inviter les gens à s'intéresser à des choses auxquelles ils ne pensent pas forcément. Donc oui, j'essaye, mais c'est une petite goutte dans l'océan, mais il faut beaucoup de gouttes pour faire l'océan. Donc c'est une question de foi. Voilà, exactement. La foi dont vous parlez aussi, parce que c'est pour vous quelque chose de très important. Tout à fait. J'ai ce qu'on appelle la foi du charbonnier. Je ne suis pas quelqu'un qui pratique. Je ne vais pas à la messe systématiquement, si ce n'est au cours des mariages ou des obsèques. Mais j'ai une foi vraiment chevillée au corps et au cœur. Et j'aime me rendre sur les lieux où il y a... on pourrait dire où souffle l'esprit, on revient à l'esprit, comme disait un certain écrivain. Maurice Barrès, pour ne pas le citer. Voilà, la colline inspirée, tout ça. Oui, j'aime m'imprégner de ce qui demeure encore comme énergie, comme spiritualité dans les vieilles pierres, dans les églises, dans les abbayes, dans les lieux d'apparition mariale aussi, que j'affectionne particulièrement. Et je m'y sens physiquement bien. Je m'y sens connectée à quelque chose d'essentiel. Donc, ma foi, elle s'exprime comme ça. Et elle s'exprime aussi en essayant de faire le bien autour de moi, à ma petite échelle, autant que je le peux. Et d'apporter, de rendre un tout petit peu ce monde meilleur. De partager ce que vous recevez et qui vous est transmis par le sol, par le ciel, par toutes ces ondes qui vous traversent et que vous ressentez fortement ? Ah oui, moi je suis... Il y a des lieux par exemple où je ne peux pas rester. C'est bizarre, hein, je n'ai pas du tout de capacité de médium ou de choses comme ça, mais il m'est arrivé d'être dans des endroits justement en enregistrant des émissions et où je ne pouvais pas rester parce qu'il y avait quelque chose de négatif qui me transperçait, exactement. J'étais dans un château fort et j'en ai parlé à la dame qui nous guidait et elle m'a dit « Ah, c'est étrange parce que là, on se trouve dans une pièce où toute la population du village a été massacrée. » Et je me sentais physiquement mal. Donc, c'est des petites choses comme ça qui font peut-être que j'ai une sensibilité particulière sans avoir des dons de voyance ou de médiumnité, mais je ressens les choses. De la même manière que je suis quelqu'un d'hyper empathe. Je ne peux pas voir quelqu'un souffrir ou pleurer, ça me détruit. Et un animal, évidemment. Ah oui, aussi. Oh oui. Vous aimez les animaux ? J'adore. Vous êtes en permanence en empathie avec eux ? Oui. Et lesquels, par exemple ? Les chats. Je crois que c'est un point commun entre nous. C'est un point commun entre nous. Et un particulièrement que vous avez baptisé ? Roméo, et c'est lui qui m'a choisi. Hein. Et j'ai un chat qui s'appelle aussi Roméo. Ah, dites-moi. Vous nous offrez Roméo, là, s'il vous plaît ? Oui, avec plaisir. Jamais je n'aurais cru un jour vivre un si tendre et pur amour, fait de ronrons et de câlins, avec un si joli félin. Fait l'un pour l'autre alors, car sa présence est un trésor. J'y puise une si belle énergie, une si grande paix, de la magie. Petit chat aux yeux amoureux, tu m'offres tant de jours heureux, tu m'intrigues et tu m'ensorcelles comme une étoile tombée du ciel. Il y a en toi tant de mystères, étranges énigmes sur la terre, que ces petits chats si curieux, indépendants et facétieux. On leur prête de drôles de pouvoirs. Superstition, peut-on y croire ? Ces petits fauves auraient 9 vies, j'avoue que j'en serais ravie. Ils fréquenteraient les sorcières, ce qui leur causa des misères. Combien périrent sur les bûchers, l'histoire ne saurait les compter. Malheur à qui leur fait du mal, honte à qui blesse un animal. Protégeons ces princes de la nuit, princesses aussi, et leurs petits. Offrons-leur de douillets abris, accueillons toutes les fratries qui cherchent un peu de réconfort, fuyant ainsi un triste sort. La récompense est une merveille, ils veilleront sur votre sommeil, leur amour sera éternel, même lorsqu'ils rejoindront le ciel. Avec Gilles Laporte sur RCF. Et en compagnie de notre chère Marilyn Bergman, poète et peintre et amoureuse des chats. Oui,
C'est un beau cocktail quand même. C'est un très très beau cocktail. Est-ce que sont eux qui vous inspirent de temps en temps, une poésie ou une peinture? Ah, pour Roméo, oui, mais pour l'instant, c'est la seule que j'ai consacrée à mes petits félins, mes petits fauves préférés. Mais sans pour autant parler d'eux, mais est-ce qu'ils vous mettent sur la voie de... Ils m'apaisent. Ils m'apaisent, ils m'apportent tant de bonne énergie. On dit que la présence des chats dans une maison enlève les ondes négatives, absorbe les ondes négatives. Moi, je sais que quand j'ai mon petit Roméo dans les bras, le soir devant la télé, je me sens bien, ça me déstresse. C'est un bonheur, c'est vraiment un grand bonheur. Vous avez aussi la qualité, 1001, voire 10 001 qualités, chère Marie-Hélène Bergman, la qualité de rendre hommage aux gens que vous aimez, qui vous ont inspiré, dont la vie vous a été une sorte de modèle. Vous parlez de Séraphine, par exemple. Ah oui, Séraphine de Senlis. Oui, cette femme née en 1864, morte en 1942, qui était moquée, enfin qui se cachait pour peindre, hein, parce qu'elle était tellement moquée quand on disait mais qu'est-ce que c'était ces côtes, quoi, non. Oui, d'ailleurs, elle le faisait en secret au début. Elle le faisait en secret au début, oui, la nuit, oui. Et puis à l'autre bout de la chaîne, Monet, par exemple, avec les Jardins de Giverny, qui vous ont inspiré plusieurs textes. Hein. Oui, et deux toiles différentes. Oui, je me suis rendue plusieurs fois dans les Jardins de Giverny, et là, c'est pareil, c'est un endroit où je me sens physiquement bien. J'y suis allée avec ma maman, et puis j'y suis retournée quand elle n'était plus là, un peu comme pour faire un pèlerinage. Mais ce sont des lieux vraiment qui me rendent heureuse, voilà, où il y a une grande sérénité. Il y a tant de beauté aussi. Alors en toute saison, hein, mais principalement vers le mois de mai, le mois de juin, où il y a une explosion de couleurs. Puis on sent que le peintre a vécu ici, il y a laissé sa trace, quoi. Vraiment, il n'y a que des bonnes ondes. Vous avez dit tout à l'heure que vous sentiez autour de vous des présences. Vous avez aussi une certaine manière de divination, non ? Je parlais tout à l'heure de ce nombre 13 là, qui vous est apparu un jour d'une manière assez surprenante et très matérielle cette fois. Mais en fait, il m'est apparu, il s'est manifesté vraiment en cascade comme ça au fil d'une journée. C'était en 2011, je crois, où j'étais allée faire une exposition de peinture à Namur et il y avait toute une série de 13 qui apparaissaient. Sortie numéro 13 sur l'autoroute, l'adresse où on m'a donné rendez-vous, c'était un 13. Le restaurant où j'étais invitée, c'était un 13 aussi. Après, je dis à la personne qui m'accompagne, mais la galerie, ça serait quand même drôle que ce soit un 13. Et effectivement, c'était un 13. Les dates qu'on m'a données, c'était du 28 octobre au 13 novembre. Après, je calcule le nombre de lettres de la personne qui m'accompagne. C'était Bernard Ignace, ça faisait 13 lettres. Mais je pourrais citer comme ça à l'infini. Je repars sur l'autoroute, je vais prendre l'essence, je ne fais pas du tout attention là où la pompe que je choisis. Et au moment de payer, elle me dit c'est la pompe numéro 13. Après, une salle de cinéma où je vais voir un film, c'était le 13. Mais depuis, je fais attention et rétroactivement, je m'aperçois que dans ma vie, les moments clés, les choses importantes sont liées à un 13 aussi. J'ai signé l'acte d'achat de ma maison un 13 avril, j'avais jamais remarqué, ou des choses comme ça. Oui, le 13. Et aujourd'hui, quand par exemple je roule sur la route et que je me pose une question, je suis angoissée eh bien, je me dis que c'est peut-être mon ange qui se manifeste ou je sais pas, ma maman ou enfin quelqu'un qui n'est plus là. Et il y a une voiture qui me double avec le 13 sur la plaque d'immatriculation ou alors je vois un panneau sur le bas-côté de la route où c'est marqué 13 km. Je sais pas, c'est comme si c'était une manière de me guider, de me rassurer, de me dire tout va bien se passer. Le 13 est un chiffre porte-bonheur. Alors, chère Marie-Hélène, ça me rassure aussi parce que je suis né un 13. Ah, mais alors c'est pour ça qu'on s'entend bien. Oui, je crois. Il y a un bon feeling entre nous. Vous ne prétendez pas vouloir changer le monde, mais y apporter votre pierre, construire un monde meilleur. Vous dites quelque part, je veux apporter la lumière. Mais oui, parce qu'il y a tant d'obscurité dans ce monde, il y a tant de choses sombres, négatives, violentes, cruelles. Le monde est tourmenté, le monde est un chaos, surtout. Alors, je ne sais pas si on peut dire surtout en ce moment, parce qu'il y a eu d'énormes conflits avant aussi, les 2 guerres mondiales. Mais c'est vrai que maintenant, on a l'impression d'être un peu plus baigné dans tout ça avec les médias qui nous proposent des images en boucle et des informations anxiogènes. Et c'est vrai que, par exemple, sur les réseaux sociaux, je ne mets jamais de publications qui sont matière à polémique.
Alors, ça peut paraître un petit peu naïf, à l'eau de rose, je publie des photos de mes petits chats, des fleurs, de mon jardin, des poèmes, des choses comme ça. Mais je me dis, peinture. Oui, des peintures aussi. Et je me dis, le monde a tellement besoin de ça. Et on me remercie. Les gens me remercient parce que, à ma petite échelle, une fois encore, j'apporte, comme disait le colibri dans la fable, je fais ma part. Je fais ma part et si tout le monde fait pareil, le monde sera meilleur. Oui, oui. L'or bleu, oui. Vous nous le lisez parce que là aussi c'est votre participation à l'éveil des consciences. Alors, l'or bleu, effectivement, je parle de l'eau qui va venir à manquer. Oui. Sa fraîcheur cristalline ruisselle sur nos montagnes. À l'ombre des grands arbres, elle coule paisiblement. Les jours de gros orages, elle abreuve nos campagnes. Et quand les anges pleurent, elle tombe du firmament. Petites gouttes d'eau qui font un océan, précieuses perles de pluie qui font pousser les fleurs. J'aime écouter le bruit des vagues et des torrents. Il calme mon esprit et apaise mon cœur. Comme une chevelure infinie que l'on coiffe, ses reflets miroitants scintillent autant que l'or. Et quand son onde pure vient étancher ma soif, un goût de paradis envahit tout mon corps. Pourtant, l'alerte gronde et ranime nos peurs. L'or bleu, source de vie, trésor inestimable, va devenir l'enjeu de conflits ravageurs et il sera trop tard pour chercher les coupables. Plus rare que les diamants et les métaux précieux, l'eau sera des nantis l'ultime privilège, et quand des peuples à genoux imploreront les cieux, espérant des nuages quelques flocons de neige. Ouvrons les guillemets avec Gilles Laporte sur RCF. Et toujours en compagnie de Marilyn Bergman pour son superbe livre, lui chargé de... C'est un livre du cœur, émotion et le titre, aux éditions Andersen, avec préface de Olivier Larita, qu'on salue au passage. C'est une belle fenêtre ouverte sur le paradis que vous nous offrez. C'est joli, ça me fait plaisir que vous disiez ça. Oui, j'espère que c'est un livre qui fait du bien. Certaines personnes me l'ont déjà dit, ça me touche infiniment parce que si j'écris et si je peins, c'est justement pour apporter ça. Malgré un environnement qui parfois peut être, et pour nous tous, peut être parfois agressif, peu respectueux. Vous avez consacré d'ailleurs un poème à cette relation de la poète que vous êtes à son environnement. Sous le titre « J'avais à vous dire ». J'en lis un extrait parce qu'il est très long, mais le voici. Vous m'avez piétiné, blessé, sans état d'âme. J'ai souvent titubé sous vos regards infâmes, mais j'avais ce courage ancré au fond de moi qui m'aidait à tenir quand il faisait grand froid. Un froid artificiel et pourtant bien réel, qui gelait mon esprit et mon cœur fraternel, abasourdi, sonné et cherchant à comprendre comment ils avaient pu à ce point se méprendre. Aujourd'hui, je me sers des tourments du passé pour éviter les pièges qui empêchent d'avancer. Je perçois l'ennemi potentiel qui approche, je sens l'hostilité qu'il cache dans ses poches. Je suis alors armé pour parer les coups bas, réagir en mesure et imposer ma loi, celle qui me protège des êtres malfaisants, dont la seule ambition est d'humilier les gens. Je suis triste pour vous, pauvres âmes tourmentées, qui aimez faire le mal, sans remords ni pitié. Vous devez être bien vides et hantés par la peur, pour jeter sur les autres la honte et le malheur. Je ne vous maudis pas, ce serait une erreur, et surtout une entrave à mon propre bonheur. Je vous laisse où vous êtes, sur un lugubre quai. Un train d'espoir m'emporte, je viens d'y embarquer. Et vous nous embarquez tous ensemble dans ce train d'espoir, chère Marilyn Bergman. Aussi bien avec ce recueil émotion, au pluriel, c'est son titre, que dans votre univers d'artiste peintre. Vous mariez les couleurs, vous jouez avec la lumière. La composition aussi nous élève, et c'est ça, je crois, le maître mot qui résume votre présence, votre travail, votre engagement personnel permanent auprès des autres, qui élève. Est-ce que j'ai choisi le bon mot ? Alors, si je parviens à faire ça, effectivement, j'ai atteint mon but. C'est vraiment, oui, c'est un grand bonheur pour moi si je peux permettre aux gens d'oublier leurs soucis, d'atteindre un certain niveau de sérénité, d'épanouissement.
je l'espère, de tout mon cœur. J'essaye de communiquer ça et de les aider, même quand ils traversent des épreuves. J'en ai traversé aussi beaucoup, même si je n'en ai pas fait écho dans le monde médiatique. Il faut toujours croire en la résilience. Il faut toujours savoir qu'après les nuages, il y a à nouveau le soleil, le beau temps et la lumière qui revient. Il faut s'accrocher et avancer. Et ne pas rendre coup pour coup, jamais. Non, je préfère ignorer ceux qui m'ont fait du mal. Je ne suis pas pour la vengeance ou la revanche. Non, je passe. Et ce que vous venez de dire transparaît tellement dans votre œuvre, qu'elle soit poétique ou peinte, que je ne peux qu'y souscrire aussi. Qu'avez-vous comme actualité bientôt, chère Marie-Hélène Bergman ? Alors, des salons, des rencontres? Oui, des salons du livre encore, des accueils, des dédicaces dans des librairies, oui. Dans des festivals, même jusqu'à décembre. Bon, la période de l'été est un peu plus calme, mais oui, il y en a encore beaucoup. Et c'est toujours un grand bonheur parce que on dit les artistes, les chanteurs aiment faire de la scène pour être au contact de leurs fans. Mais moi, je suis tellement heureuse de rencontrer les lecteurs et le seul moyen de les rencontrer, c'est dans ces endroits-là. Donc, ces échanges avec ceux qui ont lu ou qui n'ont pas encore lu, mais qui sont là et qui viennent pour le livre, ça me touche infiniment. Et ces rendez-vous, vous les annoncez toujours sur les réseaux sociaux, donc oui, suivez ça de près et n'en ratez aucun. Allez voir notre prochain, amie Marie-Hélène. C'est Audaltiche, je ne sais pas si ça sera dans les temps pour le dire, mais voilà. Audaltiche bientôt, et oui. Après Audaltiche, il y en a un autre qui est Oui, après fin juin, il y a le festival Livresse à Ancy-Dorneau, oui. Et il y a aussi une présence dans une librairie Confluence à Sarreguemines. Bien, les rendez-vous sont pris, il y en aura d'autres encore. Il y en aura d'autres. Les rendez-vous sont pris, donc on sera heureux de vous revoir là, et puis vous nous tenez au courant, chère Marie-Hélène, de votre actualité littéraire et picturale, qu'on puisse en reparler dans cette radio RCF. C'est toujours un bonheur, merci infiniment de m'avoir consacré cette émission. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle le titre de votre recueil de peinture et de poésie, Émotion, aux éditions Andersen. Procurez-vous ce recueil très vite. Il est lumineux, comme son auteur. Merci. Merci Gilles, merci beaucoup.